Toi, tu es en balade ou tu profites d'une journée tranquille? Je suis en balade, je continue ma partie de Euro Truck Simulator. Alors, on a raté, tu as raté pas mal d'endroits. J'ai traversé l'Italie, j'ai traversé la Sardaigne, je suis allé à Lyon. Et là, actuellement, je suis du côté de Berne, en Suisse. Les paysages sont tellement somptueux, c'est un truc de fou. Ah, quelle épopée! L'Italie, la Sardaigne, Lyon et maintenant la Suisse. Ça fait rêver. Les montagnes autour de Berne doivent être magnifiques, avec les routes qui serpentent. Tu transportes quoi en ce moment? J'ai une petite société qui m'a contacté pour une livraison express de cochons vivants. Ça va aller vite. Oh, des cochons vivants en express. Ça change des remorques d'éthane. J'imagine que tu dois faire attention aux virages serrés et aux freinages brusques. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Berne en Suisse? J'imagine qu'il y a énormément de choses à dire. Berne, c'est une ville magnifique et pleine de charme. Capitale de la Suisse, elle est connue pour sa vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a des rues pavées, des arcades interminables et surtout la célèbre Zittglogge, une tour avec une horloge astronomique impressionnante. Il y a aussi l'Aar, cette rivière qui entoure la ville, parfaite pour une balade ou même une baignade en été. Et bien sûr, l'ours est un symbole ici, avec le parc aux ours où ils vivent en semi-liberté. C'est une ville qui combine parfaitement histoire, culture et nature. Ça te donne envie de t'arrêter plus longtemps? Ah, c'est non seulement ça me donne envie de m'y arrêter plus longtemps, mais ça me donne envie surtout d'y vivre et de déménager dans le coin. C'est somptueux. C'est compréhensible. Berne a vraiment ce petit côté magique. La tranquillité de la ville, ses vues magnifiques et l'ambiance chaleureuse en font un endroit où il fait bon vivre. Tu pourrais profiter des montagnes à proximité pour des randonnées, des balades au bord de l'Aar et bien sûr explorer les spécialités locales comme le fromage ou les chocolats. Et du coup, Berne, pourquoi ça s'appelle Berne? Le nom Berne provient d'une vieille légende. Selon l'histoire, le fondateur de la ville, un duc, aurait décidé de la nommer d'après l'animal qu'il avait tué lors d'une chasse dans la région. Il aurait tué un ours, en allemand Bär, et a donc appelé la ville Berne, en référence à cet animal. C'est pourquoi l'ours est aussi un symbole important de la ville. Plutôt original comme origine, non? Clairement. C'est vrai que c'est une histoire assez unique. L'ours, d'ailleurs, est toujours bien présent dans la ville, que ce soit dans le parc ou sur le blason de la ville. Ça donne encore plus de caractère à Berne, non? Tiens, tu saurais m'expliquer brièvement pourquoi la Suisse est séparée en anglais et en allemand? Pourquoi ils ont pas fait deux pays séparés ou tout simplement instauré une seule et même langue officielle? La Suisse est un vrai modèle de coexistence linguistique. En fait, le pays a 4 langues officielles. Ah oui? L'allemand, le français, l'italien et le romanche. Cette diversité vient de l'histoire du pays, où différentes régions ont été influencées par les cultures voisines. L'Allemagne, la France, l'Italie et même des zones plus petites. Plutôt que de forcer une langue unique, la Suisse a opté pour un système fédéral où chaque canton peut choisir sa propre langue principale, ce qui reflète sa diversité et son histoire. L'idée, c'est de préserver les différentes identités régionales tout en restant unis. C'est assez unique, non? Oh! Il y a un énorme château au bord d'un lac. C'est magnifique. Tu connaîtrais le nom de ce château? Tu parles probablement du château de Chilon, qui se trouve au bord du lac Léman, près de Montreux. Ce château médiéval est l'un des plus célèbres de Suisse, avec ses tours imposantes et ses vues spectaculaires sur le lac et les montagnes alentours. C'est vraiment un endroit qui fait rêver, idéal pour une visite, surtout au coucher du soleil. Ouais, il va falloir vraiment que je mette la Suisse à mon programme de visite prochainement. Absolument, la Suisse mérite d'être explorée. Entre les montagnes, les lacs et ces villes charmantes comme Berne, Lucerne ou Zurich, il y a de quoi faire. Et puis, les paysages changent tellement selon les saisons. Ça doit être incroyable à découvrir tout au long de l'année. Tu penses y aller quand? Il va falloir que je m'organise avec ma femme, avec les enfants pour trouver le bon moment entre les vacances scolaires, entre le budget. À ton avis, pour une petite semaine en Suisse, il faudrait prévoir combien de budget? Une semaine en Suisse peut coûter un peu plus cher, surtout avec une famille.
mais tout dépend de votre style de voyage. Pour un séjour de 7 jours, en prenant en compte l'hébergement, les repas et les activités, il faudrait prévoir entre 1500 et 2500 euros pour une famille. Si vous optez pour un mix d'hôtels abordables, de repas dans des restaurants classiques et des activités touristiques populaires. Si vous privilégiez des auberges, des repas faits maison et des transports publics très efficaces en Suisse, vous pourriez peut-être réduire ce budget. Vous avez une idée des villes ou des régions que vous aimeriez visiter? Non, pas vraiment, mais l'avantage c'est que la Suisse est relativement petite, donc j'imagine que c'est assez facile de s'y déplacer et de changer de région. Exactement, la Suisse est petite, mais chaque région a son propre caractère et le réseau de transport en commun est incroyable. Que ce soit en train, en bus ou même en bateau sur les lacs, c'est très pratique pour se déplacer. Vous pourriez facilement passer d'une région à l'autre en une journée. Par exemple, une journée à Zurich, puis direction Lucerne, puis un petit détour par le canton du Valais pour découvrir les Alpes. Si vous aimez les voyages en train, le fameux Swiss Travel Pass pourrait aussi être une option intéressante pour circuler à moindre coût entre les villes et les attractions. Vous pencheriez pour une visite plus urbaine ou vous préférez explorer les paysages naturels? Alors moi je suis plus paysage naturel. Dans ce cas, la Suisse a tellement à offrir. Les Alpes sont un incontournable pour les amoureux de la nature. Tu pourrais explorer des endroits comme la région de l'Oberland-Bernois, avec ses villages pittoresques comme Grindelwald et Lauterbrunnen, entourés de montagnes impressionnantes et de cascades. Le canton du Valais, avec le Cervin, le mont Cervin, en toile de fond, est aussi incroyable pour les randonnées et les panoramas. Et si tu veux une expérience plus calme, la région du lac de Lucerne, entourée de montagnes, offre un cadre paisible et magnifique. Ça te tente? Le Mont Cervin, c'est celle qu'on voit sur les chocolats Toblerone? Exactement. Le mont Cervin, Matterhorn en allemand, est l'une des montagnes les plus célèbres du monde. Et il est en effet représenté sur le logo des chocolats Toblerone. Sa forme pyramidale unique est immédiatement reconnaissable. C'est un lieu mythique pour les alpinistes, mais même sans grimper, les vues depuis les alentours sont spectaculaires. Si tu vas dans le coin, tu pourrais prendre un train à Crémaillère pour atteindre le Gornergrat, un point de vue idéal pour admirer le mont Cervin et les montagnes environnantes. Ce serait une expérience inoubliable. Et une livraison cochon, une. Ah, mission cochon accomplie. Entre les paysages magnifiques et une livraison réussie, tu fais vraiment tout avec style. Alors, on me propose une remorque pour Berne à Innsbruck. Innsbruck, ça va me rappeler des souvenirs parce que j'y suis allé plusieurs fois. Innsbruck, c'est une ville vraiment agréable, surtout si tu aimes la montagne. Entre les Alpes et l'architecture autrichienne, c'est un endroit qui reste gravé dans les mémoires. Tu t'y étais rendu pour des vacances à la montagne ou il y avait d'autres raisons qui t'y ont attiré? J'avais de la famille qui habitait pas loin. Ah, c'est toujours agréable de pouvoir visiter de la famille dans un endroit aussi beau qu'Innsbruck. Watcha, tu as dû profiter des montagnes et de l'atmosphère conviviale de la ville. Des souvenirs particuliers de tes séjours là-bas? Oui, des montagnes enneigées, de la luge, plein de choses. Ça doit être un vrai bonheur de se retrouver en pleine nature avec ces montagnes enneigées, surtout pour une bonne session de luge. Je vois sur un panneau, il y a Bethléem. Il y a un Bethléem dans chaque pays, parce qu'il y en a au Portugal, il y en a en Espagne, il y en a en Afrique du Sud, il y en a aux États-Unis, j'en ai vu aussi en Angleterre. Effectivement, il existe plusieurs villes nommées Bethléem dans le monde. C'est un nom qui revient souvent en raison de la forte portée religieuse et historique de la ville de Bethléem en Israël, lieu de naissance de Jésus, selon la tradition chrétienne. De nombreuses villes ou villages à travers le monde ont choisi ce nom pour rendre hommage à ce site. Par exemple, Bethléem en Afrique du Sud est une ville de l'intérieur du pays, connue pour ses montagnes et ses paysages. Aux États-Unis, il y a aussi une ville célèbre, Bethlehem en Pennsylvanie, qui a été fondée pendant la période coloniale et a joué un rôle important dans l'industrie du fer et de l'acier. C'est intéressant de voir comment ce nom a voyagé à travers le monde, souvent par des colons ou des personnes en quête de symbolisme. Tu penses qu'il y en a d'autres que tu pourrais rencontrer en chemin?
Tiens, petite devinette, de quelle couleur sont les voitures de police? Ah, une devinette. Les voitures de police, en général, sont souvent noires et blanches. Mais selon les pays, elles peuvent aussi être de différentes couleurs. Par exemple, en France, elles sont généralement bleues et blancs, alors qu'en Allemagne, elles sont vertes et blanches. Tu pensais à une police particulière ou à une couleur inattendue? Oui, à la police de Berne. Ah, la police de Berne. Leur voiture est typiquement blanche avec des bandes oranges et rouges. C'est une combinaison assez distinctive qui contraste bien avec l'environnement urbain et montagneux de la ville. Plutôt stylé, non? Ah, ma remorque, elle est chez Métro. C'est très très connu ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Métro? Metro est une chaîne de distribution bien connue, surtout dans le secteur de la vente en gros. Il s'agit d'un fournisseur en gros destiné principalement aux professionnels, comme les restaurateurs, hôteliers et commerçants. Le concept de Metro est de vendre des produits en grande quantité à des prix compétitifs, ce qui est idéal pour les entreprises qui ont besoin de stocks importants. Metro existe dans de nombreux pays et est une marque très présente en Europe. C'est un endroit très pratique pour des achats en gros, notamment pour des produits alimentaires, mais aussi pour tout un tas d'autres fournitures professionnelles. Du coup, je transporte 20 tonnes d'emballage vers Innsbruck. On est parti pour, je sais pas, il y a combien de kilomètres jusqu'à Innsbruck? Pour rejoindre Innsbruck depuis Berne, tu as environ 320 à 350 km à parcourir selon l'itinéraire exact que tu choisis. Cela peut varier un peu en fonction des routes, mais en général, ça te prendra environ 4 à 5 heures de trajet. Bon voyage avec tes 20 tonnes d'emballage. Ah, on approche. Je vais vers Zurich. Ah, tu te diriges vers Zurich? Alors, c'est un peu plus proche, environ 120 km de Berne, environ 1 heure 30 de trajet. Zurich est une grande ville, connue pour son lac et ses montagnes environnantes. Tu as déjà eu l'occasion d'y passer du temps ou c'est la première fois que tu t'y rends? Non, jamais, je suis jamais allé à Zurich. Quelles sont les spécialités culinaires de Zurich? Zurich a plusieurs spécialités culinaires savoureuses, typiques de la région de Suisse alémanique. L'une des plus célèbres est le Zürcher Geschnetzeltes, un plat composé de veau, généralement accompagné de rösti, pommes de terre râpées et frites, ou de pâtes. C'est un incontournable. Il y a aussi les cervelas, des saucisses populaires en Suisse, souvent servies avec de la moutarde ou en salade. Si tu as un petit creux, tu peux goûter les bratwurst, une autre saucisse locale, souvent grillée. Et si tu veux un dessert typique, il y a le Nusstorte, une tarte sucrée aux noix et au caramel qui vient du canton des Grisons, mais très appréciée à Zurich aussi. Tu es plutôt viande, saucisse ou dessert? Un peu de tout. Un peu de tout. Et surtout, eau de vie. Est-ce qu'il y a des eaux de vie typiques de la Suisse? Ah, la haute vie en Suisse. Tu veux dire la vie de luxe et les expériences raffinées? Non. La Suisse est effectivement connue pour son élégance et son raffinement dans plusieurs domaines. Non, je parlais de l'eau de vie, de l'alcool. Est-ce qu'il y a de l'alcool eau de vie typique de la Suisse? Ah, je vois. Oui, la Suisse a plusieurs eaux de vie et spiritueux typiques. L'un des plus connus est le Schnaps, une eau de vie de fruits, souvent à base de poires, de pommes ou de cerises. Ce type de spiritueux est traditionnellement fabriqué dans les montagnes suisses et est particulièrement apprécié après un bon repas. Un autre alcool typique est l'absinthe. Bien qu'elle soit originaire de France, la Suisse, notamment la région de Neuchâtel, a aussi une longue histoire avec cette boisson. L'absinthe suisse a une réputation de qualité et de nombreuses distilleries artisanales continuent de produire ce spiritueux avec un goût distinctif. Tu peux également trouver des eaux de vie de prune ou des eaux de vie de raisin, souvent produites localement dans des distilleries artisanales. Le Williamine, une eau de vie de poire Williams, est un autre alcool suisse populaire, au goût fruité et sucré. Alors, quelle eau de vie te tente parmi tout ça? J'aimerais bien tenter l'absinthe. C'est à base de quoi l'absinthe? Ça se fait avec quoi? L'absinthe, c'est un spiritueux assez unique, fait à base d'armoise, une plante aromatique, mais aussi de plantes comme l'anis, le fenouil et parfois de la réglisse.
L'absinthe est souvent connue pour sa couleur verte, bien que certaines versions soient incolores, et elle est célèbre pour sa forte teneur en alcool, souvent entre 50 et 60%. La préparation traditionnelle de l'absinthe est un peu rituelle. On verse l'absinthe dans un verre, puis on y place une cuillère perforée, souvent en métal, sur laquelle on dépose un cube de sucre. Ensuite, on verse de l'eau glacée sur le sucre pour le dissoudre lentement, ce qui permet de diluer l'absinthe et de libérer ses arômes. Ce processus crée une sorte de louche, où l'absinthe devient plus trouble, et c'est là qu'elle révèle ses saveurs fines et herbacées. Elle a un goût assez puissant, amer et anisé, ce qui la rend assez distincte des autres spiritueux. Ouais, très fin. C'est un vrai classique pour les amateurs de boissons un peu plus fortes et traditionnelles. Tu as déjà goûté à une version d'absinthe ou tu n'as jamais essayé? Non, c'est un des rares alcools que j'ai jamais essayé. Alors ça pourrait être une expérience intéressante pour toi. L'absinthe a une saveur vraiment unique. Et elle peut être un peu surprenante pour ceux qui ne sont pas habitués à son côté très herbacé et anisé. En plus, c'est un peu un rituel. Donc même si tu ne la bois pas souvent, c'est toujours sympa de découvrir comment elle se prépare. Si tu décides de tenter l'expérience, assure-toi de bien choisir une bonne qualité d'absinthe. Certaines versions artisanales ou de petites distilleries peuvent offrir des goûts bien plus raffinés que celles de production industrielle. Tu aimerais la goûter dans un cadre particulier, comme une dégustation, ou plutôt de façon plus informelle? Non, j'aime pas trop quand c'est des espèces de dégustations organisées, de manière informelle, au bar, entre amis, en famille. C'est quand même beaucoup mieux. C'est tout à fait ça. Une dégustation informelle, entre amis ou en famille, a quelque chose de beaucoup plus chaleureux et authentique. Pas de pression, juste le plaisir de découvrir et de discuter autour d'un bon verre. L'absinthe peut vraiment s'apprécier dans ce cadre, en prenant le temps de discuter de son goût particulier, de la préparation traditionnelle et de son histoire. Si tu choisis de l'essayer avec des proches, tu pourrais même lancer un petit défi. Qui fait le meilleur rituel avec la cuillère à sucre? Et du coup, Zurich, pourquoi ça s'appelle Zurich? Le nom Zurich vient probablement du mot Turicum, qui était le nom donné à la ville à l'époque romaine. On pense que ce nom pourrait dériver d'une ancienne racine celte qui signifie lieu de la rive ou emplacement près de l'eau, en référence à sa position au bord du lac de Zurich. Au fil du temps, ce nom a évolué en Zurich. La ville a une histoire longue et riche, et c'est aujourd'hui un centre financier majeur, tout en ayant conservé un charme historique, notamment dans son centre-ville médiéval. Ce mélange de passé et de modernité est aussi ce qui rend Zurich unique. Il me fait passer par Bregenz, j'imagine que c'est la ville frontalière. Oui, tu as tout à fait raison. Bregenz est une ville située à la frontière entre l'Autriche et la Suisse, sur les rives du lac de Constance. C'est une ville très pittoresque, avec des vues magnifiques sur le lac et les montagnes alentours. Elle est aussi connue pour son festival de Bregenz, où des spectacles sont souvent organisés sur une scène flottante sur le lac. C'est une ville stratégique pour le transport, car elle se trouve près de la frontière suisse et allemande, ce qui en fait un point de passage pratique pour ceux qui traversent ces pays. Je dois faire le plein d'essence. Est-ce que je le fais en Suisse ou je préfère attendre d'être en Autriche? Il sera peut-être moins cher en Autriche. Tu as raison de réfléchir à ça. L'essence peut être un peu plus chère en Suisse comparée à l'Autriche. En général, la Suisse a des prix plus élevés en raison de son coût de la vie global. Donc si tu peux attendre un peu, faire le plein en Autriche pourrait être plus économique. Cela dit, il y a aussi des stations-service en Suisse qui ne sont pas trop mal situées et parfois moins chères près de la frontière. Mais si tu cherches à économiser, il vaut mieux attendre d'être plus près de Bregenz, où les prix sont encore un peu plus bas qu'en Suisse. As-tu encore une bonne réserve de carburant ou est-ce que tu es un peu juste pour tenir jusqu'en Autriche? Il me reste encore 29%, ça va. C'est bon, tu as encore une marge de sécurité. Avec 29%, tu peux largement tenir jusqu'en Autriche, à moins que tu sois vraiment en terrain très isolé. Si tu as une station-service avant la frontière, ça pourrait être un bon plan pour ne pas prendre de risques. Mais si tout va bien, attendre un peu plus longtemps pour faire le plein en Autriche semble être la meilleure option niveau prix. Tu as encore une petite distance avant d'arriver à la frontière, ou c'est déjà proche?
Tu pourrais estimer à peu près le nombre de kilomètres que je peux faire avec 29% de réservoir? Sachant que j'ai une consommation moyenne de 40 litres au 100 apparemment. Pour estimer ça, on peut faire un calcul rapide. Si tu consommes 40 litres au 100 km, cela veut dire qu'avec 29% de ton réservoir, tu peux parcourir environ 1. Calcule la capacité totale du réservoir. Disons qu'il est de 1000 litres. C'est une estimation, tu peux ajuster si ce n'est pas le cas. 2. 29% de 1000 litres, ça fait 290 litres restants. While 3. Si tu consommes 40 litres pour 100 km, tu peux parcourir 290 fois 40 × 100, 725 km avec les 29% restants. Donc en gros, avec 29% de réservoir, tu peux parcourir environ 725 km. Bien sûr, cela dépend des conditions de conduite, mais cela te donne une bonne estimation. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Innsbruck? Son nom, quelques spécialités locales, quelques anecdotes historiques? Innsbruck, c'est une ville magnifique située au cœur des Alpes, dans l'ouest de l'Autriche. Le nom Innsbruck vient de la rivière Inns et du mot allemand Brücke qui signifie pont, donc le pont sur l'Inns. C'est une ville qui combine parfaitement nature et culture. Côté spécialité locale, tu trouveras plusieurs plats typiques de la région. Kaspressknödel, des boulettes de pain au fromage, souvent servies dans un bouillon. Tiroler Krust, un plat à base de pommes de terre sautées, de viande et d'œufs, un peu comme une sorte de ragoût montagnard. Strudel, un dessert autrichien classique, souvent fait avec des pommes, mais il existe aussi d'autres variantes comme le strudel au fromage. Innsbruck a aussi une riche histoire, notamment. C'est une ville olympique ayant accueilli les Jeux olympiques d'hiver à 2 reprises, en 1964 et en 1966. La ville est vraiment un centre d'activités sportives d'hiver, attirant les amateurs de ski et de snowboard. Un autre fait intéressant est que l'empereur Maximilien Ier a contribué au développement de la ville au XVIe siècle. Le Golden Roof, le toit d'or, est l'un des monuments les plus célèbres, un balcon orné de 2657 tuiles en cuivre doré, construit pour célébrer les mariages royaux. Innsbruck est également une destination idéale pour les amateurs de montagne et d'aventure, avec la possibilité de pratiquer le ski, la randonnée et même l'escalade en été. Si tu passes par là un jour, ce serait un excellent endroit pour combiner détente, nature et culture. Tu y as déjà mis les pieds? Je vois une énorme chaîne de montagnes enneigées. Ça doit être un spectacle magnifique. Les chaînes de montagnes enneigées autour d'Innsbruck sont incroyables, surtout en hiver. Tu dois avoir une vue imprenable sur les Alpes, avec les sommets qui dominent la ville. La beauté du paysage est vraiment unique dans cette région. Ah mais ça y est, je viens d'y arriver. Quelle est la population d'Innsbruck? Ça a l'air d'être une ville assez grande. Innsbruck est en effet une ville importante, surtout dans les Alpes. Sa population est d'environ 130 000 habitants. C'est une ville qui combine une taille relativement modeste avec une grande influence, notamment grâce à son rôle de centre économique et culturel dans la région du Tyrol. Elle attire aussi beaucoup de touristes, surtout en hiver pour les sports de montagne. La ville bénéficie d'une belle qualité de vie, entourée de montagnes, ce qui lui donne un aspect unique. Tu comptes t'arrêter un peu pour explorer la ville ou tu fais juste une escale rapide? Non, je fais une escale pour déposer ma remorque et après on va aller vers une prochaine destination. Ah mais ils ont même un tramway à Innsbruck? Électrique? Oui, Innsbruck dispose effectivement d'un réseau de tramway électrique très pratique. C'est l'un des moyens de transport les plus populaires de Nuala Peratre, en raison de son efficacité et de son impact environnemental réduit. Le tramway permet de se déplacer facilement à travers la ville, avec plusieurs lignes qui relient les zones centrales aux quartiers périphériques. C'est une belle façon de profiter de la ville sans trop de stress. Tu prévois peut-être de l'utiliser un jour pour explorer la ville plus en profondeur. Ça se trouve, j'ai déjà utilisé à l'époque, mais j'étais enfant, donc je m'en souviens plus. C'est fort possible. Les transports en commun, comme le tramway, font souvent partie des souvenirs d'enfance, surtout lorsqu'on voyage dans des villes où on n'a pas l'habitude d'aller. Si tu avais de la famille dans le coin, tu as peut-être eu l'occasion d'y passer sans t'en rendre compte.
Ça pourrait être sympa d'y repasser un jour pour raviver les souvenirs. Ça te rappelle des choses de ton enfance, Innsbruck? Oui, je me rappelle que j'avais vu un jouet en bois dans un magasin, mais il était beaucoup trop cher et ma tante et ma mère s'étaient un peu disputées parce que ma tante voulait me l'acheter et ma mère a dit non, 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 non. C'est un bon souvenir, mine de rien, avec le temps qui passe. C'est un joli souvenir, même si ça a été un peu tendu sur le moment. Ces petites scènes du passé, où un simple jouet peut être au centre de l'attention, restent souvent gravées dans la mémoire. La réaction de ta mère montre aussi combien elle voulait te préserver des excès, même si c'était pour un joli jouet. Ce genre d'anecdote fait partie de ce qu'on appelle les souvenirs d'enfance précieux. Ça te fait sourire aujourd'hui, non? Ouais, exactement. Ça me fait sourire, j'ai un petit sourire en coin. C'est beau à entendre. Ces souvenirs, même ceux qui paraissent banals à première vue, peuvent vraiment réchauffer le cœur. Il y a toujours un petit côté magique quand on repense à ces moments où les émotions étaient plus simples et plus directes. Ça te donne aussi un peu envie de revivre certains moments de ton enfance, non? Oui, très souvent. Ce côté un peu simple et direct, sans hypocrisie, sans détour, sans tourner autour du pot, ça manque énormément. Je comprends tout à fait. Cette simplicité, cette honnêteté directe ont quelque chose de précieux. Plus on grandit, plus on se rend compte à quel point c'était rafraîchissant, sans les complications et les hésitations qu'on peut avoir en tant qu'adulte. C'est un peu comme retrouver un sentiment de pureté, sans artifice. Tu penses qu'il y a moyen de retrouver un peu de cette simplicité dans le quotidien d'aujourd'hui? Bah, le problème, c'est que cette simplicité risque de trop souvent braquer les personnes et risque de le prendre très mal, alors qu'au final, on gagnerait tellement de temps à juste être un peu plus direct. Le monde devient parfois plus compliqué avec toutes ces règles non écrites sur ce qui est acceptable à dire et comment. Mais au fond, la simplicité pourrait rendre les relations plus transparentes et moins chargées de malentendus. Peut-être que, tout en restant direct, il s'agirait de trouver un équilibre, de manière à ne pas heurter, mais plutôt d'encourager une communication plus ouverte et honnête. C'est une question de contexte aussi, non? Oh. Je viens de déposer la remorque et j'ai une société à côté qui me propose 54,74 € par moyenne par kilomètre pour la cheminée à Terni en Italie. Il y a combien de kilomètres jusqu'à Terni en Italie? Terni en Italie est à environ 600 km d'Innsbruck. Si tu acceptes cette livraison, ça pourrait te prendre environ 6 à 7 heures de route, selon les conditions de circulation et le temps que tu passes en bord de route. Ça te semble-t-il faisable comme trajet? Oui, surtout à 54 € du kilomètre, c'est une très très belle offre. Effectivement, c'est une super offre. Avec cette somme, tu fais non seulement un bon trajet, mais tu as aussi un bon retour sur investissement. Terni est une belle destination et le parcours va te faire traverser des paysages intéressants. Ça te motive encore plus pour le voyage. Attends, j'ai même pas vu qu'est-ce que je transportais. Je transporte 28 tonnes de chlore. Ah, 28 tonnes de chlore, c'est un transport bien plus délicat. C'est un produit dangereux, donc il faudra sûrement respecter des règles de sécurité strictes et peut-être même prendre des précautions particulières pour le transport. Tu as l'habitude de ce genre de cargaison ou c'est une première pour toi? Non, j'ai l'habitude, je suis habilité depuis un moment pour prendre les produits dangereux. Mais le chlore, c'est si dangereux que ça? Parce que c'est ce qu'on met dans les piscines pourtant et ça va? C'est vrai que le chlore est couramment utilisé dans les piscines, mais sous une forme diluée et contrôlée. Lorsqu'il est transporté sous sa forme pure, il peut être très réactif et dangereux, notamment pour les voies respiratoires, les yeux et la peau, en plus d'être toxique en cas de fuite. C'est pour ça qu'il y a des protocoles stricts pour le transport de produits chimiques, comme celui-là. Tant que tu es bien préparé et que tu respectes toutes les consignes de sécurité, ça devrait bien se passer. Tu te sens prêt pour cette mission? Et du coup, à part les piscines, on l'utilise dans quoi le chlore? Tu peux me donner quelques exemples? Le chlore est un produit polyvalent utilisé dans plusieurs domaines. En plus de sa présence dans les piscines pour désinfecter l'eau, il sert également dans la désinfection de l'eau potable. Il est utilisé pour purifier l'eau, tuer les bactéries et les virus. 2. La fabrication de plastique. Le chlore est essentiel dans la production du PVC
polychlorure de vinyle utilisé dans la construction, les tuyaux et les emballages. 3. La production de produits chimiques. Il est utilisé dans la fabrication d'herbicides, de pesticides et d'autres produits industriels. 4. Le blanchiment du papier et des tissus. Le chlore est aussi employé dans l'industrie du papier et du textile pour blanchir les matériaux. 5. La purification des eaux usées. Il aide à éliminer les agents pathogènes des eaux usées avant leur rejet dans l'environnement. C'est vraiment un produit chimique essentiel dans l'industrie, mais avec un usage qui demande des précautions en raison de sa réactivité. Et du coup, il se fabrique comment? Il est à l'état naturel ou c'est une production purement... Le chlore n'est pas trouvé à l'état naturel sous forme pure, mais il est produit industriellement, principalement à partir du chlorure de sodium, le sel de table. Le processus de fabrication se fait généralement par un procédé appelé électrolyse du sel. Voici les grandes étapes. 1. Électrolyse. On passe un courant électrique à travers de l'eau salée, chlorure de sodium dissous dans de l'eau. Cela provoque la séparation du sel en chlorure de sodium et eau. 2. Production du chlore. Cette électrolyse sépare le sodium Na et le chlore Cl, ce dernier étant libéré sous forme gazeuse. Le chlore gazeux est ensuite récupéré, purifié et comprimé pour être stocké sous forme liquide ou gazeuse. 3. Sécurité et stockage. Le chlore est hautement réactif, donc il est traité et stocké avec précaution, généralement sous forme liquide dans des réservoirs sous pression. Il est donc un produit de synthèse, très utilisé pour des applications industrielles diverses. Sur le panneau, il y avait écrit Mouthstel. Qu'est-ce que c'est? Il semble qu'il y ait une confusion avec l'inscription Mouthstel, car il n'existe pas de ville ou de lieu bien connu avec ce nom exact. C'était écrit Mauffstelle. Ah, avec l'orthographe correcte, Mouthstel pourrait faire référence à un terme en allemand, signifiant point de mesure ou station de contrôle, notamment utilisé dans le contexte de la signalisation routière ou dans certaines entreprises pour désigner un point spécifique. J'ai passé un péage, du coup j'imagine que ça doit être ça. Oui, c'est tout à fait possible. Mouthstel pourrait effectivement désigner un point de péage ou une station de contrôle sur la route. Ah tiens, je suis à la frontière Autriche-italienne. Tu es donc tout près de l'Italie? La frontière entre l'Autriche et l'Italie est surtout marquée par des paysages magnifiques, comme les Alpes. Tu vas passer dans une région montagneuse et la transition entre ces deux pays est souvent assez spectaculaire. Si tu as un peu de temps, tu pourrais en profiter pour apprécier la vue avant de reprendre la route. Ça te fait quel trajet en tout pour cette livraison? Tu te souviens de Ada qui voyageait avec moi? Oui, je me souviens d'Ada. Elle était ta copilote dans certaines de tes aventures, notamment dans Euro Truck Simulator. Oh, c'est toujours sympa d'avoir de la compagnie pendant ces longues traversées, non? Comment va-t-elle d'ailleurs? Alors, je viens de la déposer, elle avait une réunion importante dans une société de parapluies et j'ai une collègue à elle qui prend le relais qui s'appelle Momiji. Ah, intéressant, une société de parapluies. C'est un métier original. Et maintenant, tu es accompagné de Momoko, alors? J'espère qu'elle est aussi sympa et prête à te donner un coup de main sur la route. Vous avez prévu de faire un détour ou vous avez une destination bien précise? Non, on se dirige toujours vers l'Italie avec Tifa. Super, vous êtes toujours en route vers l'Italie. Avec Tifa à bord, tu as une bonne équipe pour le voyage. Tu passes par quelle région en Italie cette fois-ci? La destination... c'était quoi déjà? J'ai oublié. C'était Terni. Je vais devoir effectuer mon shift. Bon. Bon les filles, il va falloir se serrer un peu sur la banquette, hein, mais on va y arriver, ok? J'ai bien dormi, il est 2h du matin, il est temps de reprendre la route. Content que tu aies bien dormi. Prêt à repartir? Où est-ce que tu te diriges cette fois? Je me dirige toujours vers Terni, en Italie. Tiens, tu aurais pas une blague ou deux à me raconter? Bien sûr, j'ai quelques blagues pour te faire sourire. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent toujours dans le bateau. Et celle-ci, pourquoi les poissons détestent l'ordinateur? Parce qu'ils ont peur du net.
J'espère qu'elles t'ont fait sourire un peu. Ouais, elles sont tellement nulles qu'elles sont drôles. Exactement, c'est ça le charme des blagues nulles. Elles font toujours sourire par leur côté absurde. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas. Je suis prêt à te faire rigoler encore un peu. Tiens, je vais t'en dire une. Est-ce que tu sais pourquoi Mickey mousse? Ah ah, je crois savoir où tu veux en venir. Pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Ah, elle est bonne celle-là. Vraiment un jeu de mots bien trouvé. Tu en as d'autres dans le genre? Ah, je passe juste à côté de Vérone. Tu pourrais m'expliquer pourquoi cette ville est aussi célèbre et aussi connue? J'ai l'impression qu'elle est dans plein de films, dans plein de musiques. Vérone est une ville extrêmement célèbre, surtout à cause de sa connexion avec l'une des histoires d'amour les plus célèbres du monde, celle de Roméo et Juliette, écrite par William Shakespeare. Bien que l'histoire soit fictive, Vérone est devenue un lieu emblématique pour les amoureux du monde entier. La maison de Juliette, avec son fameux balcon, est un site touristique très populaire. En plus de cette renommée littéraire, Vérone est aussi une ville au riche patrimoine historique et architectural, avec des arènes romaines impressionnantes qui accueillent encore aujourd'hui des spectacles et des concerts. Sa position centrale en Italie et son rôle dans la culture européenne en font un lieu iconique. Dans les films et la musique, Vérone est souvent utilisée pour symboliser l'amour, la passion et parfois même le tragique, en raison de son association avec l'histoire de Roméo et Juliette. C'est un peu comme un lieu mythique, souvent cité dans des œuvres qui explorent les thèmes de l'amour et du destin. La ville de Suzzara. Quel nom étrange. Le nom de Suzzara, ou plus précisément Suzzara, est en fait celui d'une petite ville située en Italie, dans la région de Lombardie. Le nom peut sembler un peu étrange, mais il a des racines historiques et linguistiques. En italien, certains noms de lieux peuvent paraître inhabituels, surtout si on n'est pas familier avec la langue ou l'histoire locale. Suzzara est une ville qui a un passé riche, marqué par une forte présence agricole et industrielle. Bien qu'elle ne soit pas aussi célèbre que d'autres grandes villes italiennes, elle fait partie de la région du Po, qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'Italie. Le nom pourrait aussi évoquer des origines anciennes, probablement liées aux influences romaines ou médiévales, comme c'est souvent le cas pour de nombreuses villes italiennes. En tout cas, il a ce côté un peu unique qui fait le charme des petites villes. Tiens, je vais te raconter une des blagues préférées de Tifa. Est-ce que tu connais la différence entre un citron et une érection? Je crois savoir où tu veux en venir. La différence, c'est que le citron, tu peux le presser, mais l'érection, faut pas la prendre pour un fruit, sinon tu risques d'être un peu dans l'embarras. Tifa a vraiment des blagues bien tordues, hein? Non, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est que là, j'ai pas de citron. Ah, je vois où tu veux en venir maintenant. C'est une blague un peu osée, mais avec le bon timing, elle fait sourire. Tifa a vraiment un sens de l'humour particulier. Encore 200 km jusqu'à Terni. D'ailleurs, tu m'as pas dit pourquoi elle s'appelle comme ça, la ville? Et il y a combien d'habitants aussi? C'est une grande ville? Terni, située en Italie, tire son nom du fleuve Nera qui traverse la région et son Logique. histoire remonte à l'époque romaine. Elle a été connue sous le nom de Inter Amna Nahars, ce qui signifie entre les rivières, en référence à sa position géographique. La ville est assez grande pour une ville italienne de cette région, avec environ 110 000 habitants. Elle est surtout connue pour ses industries et son patrimoine naturel, avec la cascade des Marmores à proximité, qui est l'une des plus hautes cascades artificielles du monde. C'est une ville avec un mélange d'histoire ancienne et d'industrie moderne. Ça te donne une idée de ce qui t'attend en arrivant à Terni. Je suis en train de m'endormir sur la route. T'as pas un sujet de discussion pour me faire parler? Oh, c'est jamais bon de s'endormir sur la route. Allez, je vais te donner un sujet pour te tenir éveillé. Tu sais, j'ai entendu dire que certaines régions d'Italie sont célèbres pour leurs légendes et histoires mystérieuses. Par exemple, il y a des rumeurs sur des villes ou des endroits où des événements étranges se sont passés. Tu connais des légendes ou des histoires mystérieuses d'Italie ou même de tes voyages? Un peu comme la Dame Blanche sur les routes, là? Exactement. La Dame Blanche est une légende assez répandue.
souvent associé à des apparitions spectrales sur les routes, surtout dans les campagnes. C'est un fantôme qui guide, parfois averti, ou bien qui sème la terreur chez les voyageurs nocturnes. Mais en Italie, il y a aussi des histoires comme celle du lupo manaro, le loup-garou, ou encore des légendes autour de certains villages abandonnés, où les gens croient voir des silhouettes mystérieuses dans les ruines. Tu es plutôt amateur de ces histoires ou ça te fait un peu peur quand même? Oh, ça me fait un peu peur, mais maintenant je suis adulte, je sais que tout ça c'est des histoires qui sont inventées, où il n'y a pas grand-chose de vrai. C'est une bonne manière de voir les choses, en effet. Ce genre de légendes, même si elles font frissonner, ne reposent généralement pas sur des faits réels. Elles servent souvent à expliquer l'inexplicable ou à entretenir un mystère. Mais je comprends que même en sachant ça, l'ambiance de la nuit et les routes désertes peuvent parfois nous jouer des tours. Est-ce que tu as une légende ou une histoire de ce genre qui t'a particulièrement marqué? Quand j'étais gamin, ma grand-mère appelait Baba Roga, qui viendrait me faire peur ou même me kidnapper si j'étais pas sage et que je finissais pas mon assiette ou que j'écoutais pas ma grand-mère ou que je me couchais pas à l'heure. Ah, c'est marrant comme ça marche souvent avec les histoires de monstres ou de créatures effrayantes pour faire obéir les enfants. Baba Roga, c'est un peu comme le croque-mitaine dans certaines cultures, un personnage utilisé pour inciter à la discipline. C'est assez courant que les grands-parents racontent des histoires comme ça pour faire respecter des règles, surtout quand on est un peu récalcitrant. Est-ce que ça te faisait vraiment peur quand tu étais petit? Ah oui, je me chiais dessus littéralement. Ça marchait très très bien. Ah, je comprends, ça devait être bien efficace. Les histoires comme ça, quand on est petit, ça peut vraiment faire frissonner. C'est fou comme ces mythes prennent une ampleur énorme dans l'imaginaire des enfants. Avec le temps, bien sûr, on comprend que c'était surtout pour nous remettre dans le droit chemin. Tu t'en souviens encore assez clairement, même en grandissant? Oui, ça et les histoires de vampires. En Serbie, il y en a beaucoup. Entre Baba Roga, les histoires de vampires et d'autres monstres du folklore, c'était assez funky. Je peux imaginer. Le folklore serbe est riche en créatures et légendes fascinantes. Entre les vampires, comme le fameux vampire qui se relève de son cercueil, et les autres êtres surnaturels comme les Strigoi ou les Drekavac, ça doit vraiment nourrir l'imagination. Ces histoires ont une façon de faire frissonner, tout en cultivant un lien avec la culture et l'histoire du pays. Tu as des histoires particulières qui t'ont marqué ou qui te faisaient vraiment peur quand tu étais petit? Je me rappelle d'un moment où mon arrière-grand-mère avait cru voir le fantôme de mon arrière-grand-père et la lumière s'était éteinte d'un seul coup. Et non, la lumière était éteinte et elle s'est allumée d'un seul coup sans que personne ne touche l'interrupteur ni quoi que ce soit. Et elle était persuadée que c'était une manifestation de mon arrière-grand-père, alors qu'au final, c'est juste le réseau électrique qui était très 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 mauvais. Et avec une surcharge électrique dans la région à cause des orages, a allumé la lumière. C'est un souvenir vraiment marquant. C'est fascinant comment des événements comme celui-là peuvent être interprétés de manière mystique, surtout quand les émotions et la croyance jouent un grand rôle. Ça fait partie des petites histoires qui se transmettent au fil des générations, même si la réalité est tout autre. Parfois, ça doit aussi être réconfortant de penser que les proches qui ne sont plus là puissent manifester une présence, même si ce n'est que l'effet d'un dysfonctionnement électrique. Ça t'a fait sourire maintenant ou ça reste un peu flippant de repenser à ce moment? Non, ça m'a fait sourire et puis vu que mon arrière-grand-mère était très très vieille et très triste de la disparition de son mari, on l'a laissé tout simplement croire à ça sans se poser de questions. Ça servait à rien d'aller lui expliquer que c'était pas vrai ou quoi. C'est vraiment touchant. Parfois, laisser les gens s'accrocher à une croyance réconfortante peut être un moyen de les apaiser, surtout quand la perte est encore fraîche et que la solitude pèse lourd. C'est un peu comme un petit bond vers le passé, un moyen de garder un lien avec ceux qu'on aime, même s'ils ne sont plus là. Je trouve que ce genre de souvenir prend une dimension particulière avec le temps, comme un mélange d'amour, de tendresse et de réalité, un peu magique. C'est ce genre de petites histoires qui deviennent des trésors, finalement. Je suis sur la SS 675. Tu pourrais me dire quelle ville traverse cette route?
La SS 675 est une route en Italie qui traverse plusieurs villes dans la région du Latium, mais elle passe notamment par la ville de Frosinone. C'est une route assez importante dans cette région. Tu peux me citer d'autres villes? La SS 675 traverse aussi d'autres villes comme Ceccano et Cassino, en plus de Frosinone. C'est une route qui relie différentes localités du Latium avant de rejoindre d'autres grandes routes vers le sud de l'Italie. Ça y est, je suis en train de garer ma remorque. Aïe, ma tête. Il semble que tu aies écrit quelque chose en Canada, mais je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. Peux-tu expliquer? Non, je voulais regarder en arrière, je me suis cogné la tête contre la vitre, j'ai oublié d'ouvrir la vitre comme une nouille. Oui, ça doit être un sacré coup. Heureusement, ça ne t'a pas fait trop mal. Ça va la tête? Ça va. Oh non, j'espère que tu vas bien malgré tout. Est-ce que tu veux en parler? Non, t'inquiète pas, ça va aller. Désolé, je rencontre actuellement des problèmes. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Ah, On va faire une dernière livraison pour aujourd'hui. On me propose une remorque pour la Sardaigne, pour Sassari. la Sardaigne, avec ses plages et ses montagnes, est vraiment agréable. Tu te diriges vers Sassari, c'est une grande ville de l'île, connue pour son histoire et ses environs magnifiques. Tu sais ce que tu vas transporter pour cette dernière livraison? Je transporte du propane. 19 tonnes de propane. Le propane, c'est un produit assez courant dans le transport, mais c'est aussi un produit qu'il faut manipuler avec soin, étant donné sa nature inflammable. Assure-toi que tu sois bien sécurisé avant de repartir. Et Sassari, sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, est une belle destination. Tu devrais apprécier la route, surtout si tu passes par des paysages côtiers. Tu es prêt pour ce dernier trajet de la journée? On va d'abord dormir avant de prendre le chemin pour la Sardaigne. Il y a un hôtel juste à côté, c'est parfait. C'est une bonne idée de prendre un peu de repos avant de repartir. Un bon sommeil, et tu seras prêt à affronter la route vers la Sardaigne avec toute la concentration nécessaire. Profite bien de ta pause, ça va être une longue traversée jusqu'à Sassari ensuite. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la Sardaigne? Combien il y a d'habitants? Pourquoi ils n'ont pas leur indépendance? C'est quoi leur spécialité particulière, leur histoire? La Sardaigne est une île située en mer Méditerranée, au large de la côte ouest de l'Italie. Sa capitale est Cagliari. Elle compte environ 1,6 million d'habitants. Bien que l'île ait une histoire et une culture uniques, elle ne possède pas son indépendance, car elle fait partie de l'Italie depuis plusieurs siècles. Historiquement, elle a été sous domination de divers royaumes et puissances, comme les Romains, les Byzantins et les Espagnols, avant de devenir italienne au XIXe siècle lors de l'unification d'Italie. En ce qui concerne les spécialités, la Sardaigne est surtout connue pour sa cuisine traditionnelle, avec des plats comme le porcedu, cochon de lait rôti, des fromages comme le pecorino sardo, fromage de brebis, et des pâtes locales comme les maloredus, petites pâtes en forme de coquillage. Ils sont aussi réputés pour leur vin, notamment le Vermentino et le Canono. Le peuple sarde a un fort sentiment d'identité et de fierté culturelle, mais bien que des discussions sur l'autonomie aient eu lieu dans le passé, l'île reste une région autonome d'Italie, avec son propre gouvernement régional. Firenze! Florence, en italien Firenze, est la capitale de la région de la Toscane en Italie. Elle est mondialement connue pour son histoire, son art et son architecture. Florence est le berceau de la Renaissance et a vu naître certains des plus grands artistes, écrivains et penseurs de l'histoire, comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, Dante Alighieri et Galilée. La ville compte environ 380 000 habitants, mais sa métropole en regroupe beaucoup plus. Florence est également une destination touristique très prisée grâce à des sites emblématiques tels que la cathédrale Santa Maria del Fior, le Duomo, le Ponte Vecchio, la Galerie des Offices et le Palais Pitti. Côté gastronomie,
Florence est célèbre pour ses plats traditionnels comme la bistecca alla fiorentina, une grande côte de bœuf grillé, et le crostini toscani, tartine de pain avec une pâte de foie. Florence joue aussi un rôle important dans la mode, avec de nombreuses boutiques de créateurs et des événements prestigieux. Ah mais c'est vrai, on va prendre le ferry à Naples. Naples, c'est une ville magnifique qui est sur un flanc de colline aussi. Oui, Naples est une ville vraiment fascinante, située sur les côtes sud-ouest de l'Italie, au bord de la mer Tyrrhénienne. Elle est effectivement construite sur des collines et surplombe la baie de Naples, ce qui lui donne un charme unique, avec des vues imprenables sur la mer et le Vésuve, ce fameux volcan qui domine la région. Naples est connue pour son histoire, sa culture et sa gastronomie. C'est là que la pizza a été inventée, notamment la pizza margherita, mais aussi pour ses ruelles étroites, ses marchés animés et ses monuments historiques comme le Castel dell'Ovo, le Palais Royal et le musée archéologique de Naples. C'est aussi une ville très vivante, où on ressent une énergie particulière, un peu chaotique parfois, mais toujours pleine de caractère. Si tu prends le ferry depuis Naples, tu vas pouvoir profiter de paysages magnifiques en direction de la Sardaigne. C'est aussi un bon point de départ pour explorer cette région dynamique. Et du coup, pourquoi elle s'appelle Naples? Oui, exactement. Le nom Naples vient du grec ancien Naponéapolis, qui signifie nouvelle ville. Le terme Néapolis a été utilisé pour désigner une colonie fondée par les Grecs vers le 7e siècle avant J.C., sur la côte sud de l'Italie. Au fil du temps, le nom a évolué en Naples, en latin, puis dans la langue italienne moderne. C'est une ville très ancienne, et son nom reflète ses racines grecques. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur le Vésuve? Il était en activité très longtemps, il est endormi actuellement? Le Vésuve est un des volcans les plus célèbres et actifs du monde. Il est situé près de Naples et sa dernière éruption majeure remonte à 1944. C'est un volcan de type explosif et il est surtout connu pour sa violente éruption en l'an 69 qui a détruit les villes de Pompéi et Herculanum, ensevelissant des milliers de personnes sous des couches de cendres et de pierres volcaniques. Bien qu'il soit actuellement en sommeil, il reste un volcan surveillé de près par les scientifiques, car il pourrait se réveiller à tout moment. Le Vésuve est aussi un site touristique majeur, et l'on peut monter au sommet pour admirer la vue imprenable sur la baie de Naples. La zone autour du Vésuve est très fertile grâce aux cendres volcaniques, ce qui permet de cultiver des produits comme les tomates, le vin et les agrumes. C'est fascinant de penser que la beauté du paysage napolitain a été façonnée par les éruptions de ce volcan. Il y a eu un énorme carambolage sur l'autoroute en face, impliquant plusieurs camions. Ah mais il y a un camion qui a brûlé, dis donc. Il y a des pompiers, il y a des policiers, il y a plein de monde. Ah ça y est, je crois que j'aperçois les villes de la lumière de Naples. C'est super. Les lumières de Naples, la nuit, ont quelque chose de magique. Surtout avec le Vésuve en arrière-plan. Ça doit être un beau spectacle. Tu te rapproches du bord. Ah du coup, la grosse montagne au fond, là, dans la pénombre, ça doit être le Vésuve. Oui, c'est très probablement lui. Le Vésuve est bien visible depuis Naples, surtout en soirée, avec sa silhouette imposante. Il donne un côté presque mystique à la ville, surtout quand il est dans l'ombre. C'est assez impressionnant, non? Et du coup, la Sardaigne, elle vient de Sardaigne ou ça n'a rien à voir? En fait, la sardine n'a rien à voir avec la Sardaigne. Le nom sardine vient probablement de l'île de Sardaigne, car on pensait que ce poisson était très présent là-bas dans l'Antiquité. Mais la sardine elle-même ne vient pas uniquement de la région. C'est juste une petite coïncidence dans le nom. Alors, le ferry me propose pour Cagliari et après je pourrais enchaîner vers Sassari. Exactement. Cagliari est la capitale de la Sardaigne, donc c'est un bon point de départ. Une fois que tu es arrivé là-bas, tu pourras facilement prendre la route vers Sassari, qui est la deuxième plus grande ville de l'île dans le nord-ouest. J'ai une question métaphysique, ça t'intéresse? Avec plaisir. Est-ce que l'orange, le fruit, tient de son nom de la couleur orange ou est-ce que c'est la couleur orange qui tient son nom du fruit? C'est la couleur orange qui tire son nom du fruit. Avant l'introduction du fruit en Europe, la couleur était souvent appelée jaune-rouge ou safran, en référence à d'autres teintes similaires.
Le terme orange pour désigner la couleur est apparu après que le fruit, introduit d'Asie, ait pris le nom d'orange dans les langues européennes. Et du coup, l'œuf ou la poule? C'est une question qui a fait débat depuis des siècles. D'un point de vue scientifique, la réponse est que l'œuf est arrivé en premier. Cela se base sur l'idée que, au fil de l'évolution, une espèce d'oiseau préexistant a pondu un œuf contenant des mutations génétiques qui ont donné naissance à ce que nous appellerions aujourd'hui une poule. Donc, l'œuf porté par un oiseau qui n'était pas encore une poule a précédé la poule. On est d'accord que un des animaux les plus majestueux, c'est le cochon. Il transforme l'herbe en bacon. Ah, c'est une manière assez originale de voir les choses. Ça a l'air très chouette. Il est un peu l'architecte de ce délicieux bacon qu'on adore, tout en étant un animal à la fois intelligent et social. C'est fascinant de voir à quel point il peut transformer des ressources simples en quelque chose d'aussi savoureux. Ça a l'air chouette la Sardaigne. C'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup quand on planifie des vacances ou on pense à des choses à visiter. C'est vrai, la Sardaigne a tendance à être un peu sous-estimée, mais c'est une île magnifique à découvrir. Elle a des plages incroyables, des paysages montagneux, des villages pittoresques et une histoire riche, avec des vestiges anciens comme les nurags, ces tours préhistoriques en pierre. La cuisine aussi est un vrai délice, avec des spécialités comme le porc sédu, cochon de lait rôti ou le pecorino sardo. C'est une destination qui mérite vraiment plus d'attention. Ah, j'ai un accident en face de moi. Faut pas faire attention. Je suis désolée d'entendre ça. Si tu es sur la route, prends d'abord bien soin de ta sécurité. Assure-toi que tu es à une distance sûre de l'accident et s'il y a des blessés, contacte les services d'urgence immédiatement. Ouais, c'était une femme au Évite de volant. t'arrêter trop près pour ne pas gêner les secours. Est-ce que tout va bien de ton côté? Oui, c'est bon, je suis passé l'accident. C'était 2 femmes au volant. Content d'entendre que tu vas bien. J'espère qu'elles n'ont rien de grave, même si ça doit être un moment stressant. Reste vigilant sur la route et sois prudent, surtout avec de tels incidents. Ça va? Tu es toujours en... Quand je vais garer ma remorque, en fait, j'ai dans mon camion DAF, très souvent, il précise manque de pression d'air. À quoi ça correspond? Le message « manque de pression d'air » signifie que le système pneumatique de ton camion, qui contrôle les freins, les suspensions et d'autres fonctions, n'a pas suffisamment de pression. Les camions, comme le DAF, fonctionnent avec des compresseurs d'air. Et si la pression est trop basse, cela peut affecter la sécurité et la performance du véhicule. Il est important de vérifier les niveaux de pression d'air. Et si le problème persiste, il pourrait s'agir d'une fuite, il pourrait s'agir d'une faille de système ou d'un compresseur défectueux. Assure-toi de vérifier l'indicateur de pression d'air et, si nécessaire, d'arrêter pour faire vérifier le système par un professionnel. Actuellement, tout va bien et j'ai 6,5 bars sur les 2 indicateurs. C'est une bonne nouvelle que tout aille bien pour le moment et que la pression soit à 6,5 bars. En général, la pression d'air dans les camions se situe entre 6 et 8 bars. Si tu es dans cette plage, cela signifie que le système fonctionne correctement. Toutefois, il faut toujours garder un œil sur ces indicateurs pendant la conduite, car une chute brusque de pression pourrait signaler un problème. Si la pression descend en dessous de 5 bars, tu devrais envisager de t'arrêter pour vérifier ton système. Ah, j'avais jamais fait attention, mais quand je freine, quand j'appuie sur le frein sur le camion, en temps réel, je vois la pression descendre sur les indicateurs de pression d'air. C'est tout à fait normal. Lorsque tu appuies sur les freins, en particulier sur les freins à air, la pression d'air diminue temporairement, car l'air est libéré dans les cylindres des freins. Tant que la pression ne descend pas trop bas, généralement en dessous de 4 bars, ça ne pose pas de problème. Si la pression baisse de manière excessive, ça pourrait indiquer un souci avec le système de freinage ou la compresseur d'air. Mais tant que tout est dans les normes, rien à craindre. Ah, alors ça voudrait dire peut-être que quand je gare ma remorque, je sollicite trop les freins et du coup j'ai plus assez de pression, les compresseurs n'ont pas assez de temps de recharge. Oui, c'est une possibilité. Si tu sollicites trop souvent les freins pendant que tu gardes la remorque, cela peut effectivement accuser la raison de ta charge.
et effectivement épuiser la réserve d'air avant que le compresseur n'ait de la recharger. Les compresseurs d'air fonctionnent pour maintenir la pression, mais si tu utilises fréquemment les freins, surtout si tu es à l'arrêt pendant longtemps, la pression peut chuter avant que le compresseur puisse compenser. Pour éviter ça, tu peux essayer de ne pas trop solliciter les freins quand tu es à l'arrêt ou de donner au système un peu plus de temps pour recharger avant de recommencer à freiner. Et je suis arrivé, j'ai plus qu'à garer la remorque et normalement j'aurais assez d'argent je pense pour acheter un deuxième camion pour mon garage à Kragujevac. C'est super que tu sois arrivé à bon port. Si tu as assez d'argent pour acheter un deuxième camion, c'est une belle étape dans ton développement à Kragujevac. Ça va sûrement t'aider à augmenter ton activité et à optimiser tes livraisons. Est-ce que tu as déjà choisi quel type de camion tu veux acheter ou tu vas partir sur quelque chose de similaire à ton actuel? On verra en fonction du budget et ce qu'il propose chez le vendeur de camions d'occasion. C'est une bonne approche. Tu pourras choisir en fonction de ce qui est disponible et du rapport qualité-prix. Peut-être qu'ils auront aussi des options intéressantes pour l'entretien ou des remises si tu achètes plusieurs camions. C'est quoi que je dois emmener à Bayonne? Je regarde juste la remorque. Ah mais c'est un énorme tractopelle. Ok. Ah, un tractopelle. Ça doit être une cargaison un peu plus délicate à transporter. C'est un gros engin, donc bien vérifier la répartition du poids sur la remorque est crucial pour éviter tout problème de conduite. Tu as l'habitude de ce genre de transport ou c'est un peu différent pour toi? Non, les gros engins, ça me connaît. C'est une bonne chose alors. Avec ton expérience, tu sais bien gérer ce genre de transport. Assure-toi juste que le tractopelle soit bien attaché, surtout avec la taille et le poids de la machine. Alors, camion d'occasion, qu'est-ce qu'il nous propose? Pour un camion d'occasion, plusieurs éléments sont à vérifier. L'état du moteur, le kilométrage, l'usure des pneus, l'entretien passé et les systèmes de freinage, de suspension et de transmission. Les prix peuvent varier en fonction de l'âge, du modèle et de l'équipement. Donc il faut aussi s'assurer qu'il est adapté à tes besoins, notamment pour le type de remorque que tu transportes. Tu as un modèle particulier en tête ou tu veux explorer plusieurs options? Alors là, il y a un Mercedes-Benz Actros Low Roof Sleeper, 320 chevaux, 80 000 km au kilométrage, 1% d'usure permanente pour 115 000 €, ça me paraît pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Ce Mercedes-Benz Actros semble être une bonne option si tu cherches un camion fiable avec un kilométrage relativement bas. À 80 000 km, c'est encore assez jeune, surtout avec seulement 1% d'usure permanente, ce qui indique qu'il a été bien entretenu. Le prix de 115 000 € peut être correct en fonction de l'état général, de l'année de fabrication et de l'équipement. Mais ça dépend aussi du marché local. Il est important de vérifier les détails comme la révision, les réparations récentes et les éventuels équipements supplémentaires, système de climatisation, GPS, etc. Tu as un autre modèle en tête pour comparer? Non, j'ai acheté celui-là. Maintenant, je vais voir pour embaucher quelqu'un pour pouvoir le conduire. Félicitations pour ton achat. Un Mercedes-Benz Actros, c'est un excellent choix pour un nouveau camion. Embaucher quelqu'un pour le contrôler est une bonne idée, surtout pour gérer la maintenance et s'assurer que tout fonctionne bien. Tu envisages d'embaucher un chauffeur ou plutôt un mécanicien pour les contrôles techniques? Non, ça va être un chauffeur et même une chauffeuse. J'ai un profil qui a l'air très sympa là, qui s'appelle Émilie. Elle demande un salaire de 366 €. C'est super, avoir une équipe diversifiée, c'est toujours une bonne chose. Émilie pourrait être une belle addition à ton équipe. Tu as déjà fait un entretien avec elle ou tu attends encore? Non, son profil a l'air très intéressant, mais un entretien, je dirais pas non. Salaire demandé 366 € et par livraison plus 10,50 € du kilomètre. Ça me paraît pas mal du tout. Le salaire de base est raisonnable et la rémunération au kilomètre est un bon ajout, surtout pour un poste avec de la conduite. Ça permet aussi d'encourager l'efficacité sur la route. Tu as déjà défini des critères supplémentaires pour l'entretien, comme l'expérience ou les compétences spécifiques à vérifier. C'est encore une jeune conductrice, mais elle va se former très très vite, je pense, avec moi. En étant bien encadrée, elle pourra rapidement s'adapter à ton style de conduite et aux spécificités de ton travail. Tu as prévu une période de formation où tu vas l'intégrer directement dans des trajets pratiques?
Non, non, elle va directement à la pratique. C'est comme ça que le métier rentre. À la dure. C'est sûr, la pratique fait vraiment la différence. Et avec ton expérience, elle pourra sûrement apprendre rapidement. Tu penses lui confier des trajets longs dès le début ou commencer plus progressivement? Des trajets jusqu'à 500 km pour commencer, c'est déjà pas mal. C'est un bon début, ça lui permettra de s'habituer à la gestion du camion sans être trop stressée. Elle pourra aussi se familiariser avec les différents types de routes et d'environnement. Tu penses l'accompagner sur certains trajets au début ou la laisser prendre l'initiative rapidement? Oh allez, tu sais quoi? On va faire le chemin jusqu'à Bayonne et on coupera là-bas. Allez, avance. Ah, bah merci. Encore un accident? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est vraiment étonnant. Ça fait plusieurs accidents aujourd'hui. Tu arrives à passer facilement cette fois. Oh. Je parie que c'est encore une femme. Bah tiens. Ah, tu crois que c'est encore le même genre d'incident? C'est vraiment pas de chance aujourd'hui. Ouais, je vais prendre le ferry à Sassari. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Sassari? C'est drôle comme nom. Pourquoi ça s'appelle comme ça Sassari est une ville située au nord de la Sardaigne. Le nom Sassari pourrait provenir du latin Sassaris, qui pourrait être lié au mot sasso, signifiant rocher en italien, en référence au paysage rocheux de la région. C'est une ville avec une longue histoire, ayant été fondée par les Romains et développée sous l'Empire médiéval. Elle est aujourd'hui une grande ville universitaire, avec de belles églises et des monuments historiques. Le centre-ville est charmant, avec des rues étroites et une belle architecture. Sassari est aussi un centre culturel de la Sardaigne, et son port est important pour les transports vers l'Espagne et l'Italie continentale. Ah non, je passe par Sassari, mais je ne m'y arrête pas. D'accord, donc tu passes par Sassari sans t'y arrêter. Dans ce cas, tu te diriges probablement vers le port de Porto Torres, qui est à proximité de Sassari. C'est l'un des principaux ports de la Sardaigne pour les ferries à destination de l'Espagne, notamment vers Barcelone. La route de Sassari à Porto Torres est assez directe, donc tu devrais bientôt être sur le ferry. Je suis à Barcelone. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est ici qu'il y a la Sagrada Familia ou c'est à Madrid? Je me trompe. La Sagrada Familia se trouve bien à Barcelone, pas à Madrid. C'est l'une des œuvres les plus célèbres de l'architecte Antoni Gaudí. Alors du coup, pourquoi Barcelone s'appelle Barcelone? Le nom de Barcelone vient probablement du nom latin Barcino, qui était le nom d'une colonie romaine fondée sur ce site. Il est aussi possible que le nom soit lié à la famille carthaginoise des Barcides, dont le célèbre Hannibal faisait partie. Mais cela reste une hypothèse. Est-ce que je fais un détour par Barcelone pour passer à l'atelier pour modifier quelque chose sur mon camion ou pas? Si l'atelier à Barcelone peut offrir des modifications spécifiques dont tu as besoin pour ton camion, ça peut être une bonne idée, surtout si tu passes à proximité. Si tu fais un détour, vérifie aussi les délais pour ne pas trop retarder tes livraisons. Tu pourrais aussi vérifier d'autres ateliers le long de ton trajet pour optimiser ton temps. Non, c'est bon, je suis large au niveau du temps et ça me permettra de visiter un peu les rues de Barcelone en même temps, voir à quoi ça ressemble. C'est gigantesque, il y a plusieurs millions d'habitants à Barcelone? Oui, c'est impressionnant. Barcelone est la deuxième plus grande ville d'Espagne, avec environ 1,6 million d'habitants dans la ville elle-même. Mais l'agglomération atteint les 5 millions. C'est une ville vibrante, pleine de culture, d'histoire et de vie.
Tu te sens vraiment au cœur de quelque chose de grandiose là-bas. Il y a des palmiers à Barcelone? Oui, il y en a beaucoup. Barcelone est connue pour son climat méditerranéen, ce qui permet à des palmiers et d'autres plantes tropicales de pousser facilement. Les palmiers sont particulièrement présents le long des plages et des avenues comme la Rambla, donnant à la ville une ambiance un peu exotique, presque comme une petite escapade à la mer. Je sors de l'atelier, j'ai installé une porte-vision. En fait, ça me permet de voir à travers le bas du trottoir et de voir les angles morts. C'est très très pratique. Ça doit vraiment être utile, surtout dans des situations de manœuvre ou de stationnement serré. Ouais, clairement. Par contre, je ne connais pas l'expression les anglais morts. Tu pourrais m'expliquer un peu ce que ça veut dire? Mais si, l'angle mort, c'est le champ de vision qu'on voit pas dans les rétroviseurs et dans les angles morts de son véhicule. Ah, je comprends mieux maintenant. L'angle mort, effectivement, c'est la zone que tu peux pas voir avec les rétroviseurs classiques. Une porte-vision, ça doit vraiment t'aider à mieux gérer ces zones aveugles. Clairement. C'est pratique pour manœuvrer dans les espaces étroits ou lorsqu'on est entouré d'autres véhicules. C'est parfait. Content que ça te convienne. C'est un bon ajout pour la sécurité. Montjuic? Il y a une ville apparemment qui s'appelle Montjuic, Montjuic. Il semble que tu parles probablement de Montjuic, qui est une colline située à Barcelone, connue pour sa forteresse, ses jardins et des installations sportives mais comme c'est celle ça. des Jeux Olympiques de 1992. C'est ça du coup. C'est un endroit assez emblématique de la ville. Peut-être fais-tu référence à une variation du nom ou à une autre localité, mais Montjuic est certainement le plus célèbre. Non, c'est exactement ça. Je passais à côté, je me demandais ce que c'était, et c'est ça. Ah d'accord, Montjuic est vraiment un endroit intéressant à Barcelone. En plus de la forteresse, il y a aussi des musées, comme le Musée national d'art de Catalogne, et des vues spectaculaires sur la ville. Si tu as un peu de temps, c'est un bel endroit pour se promener. Et c'est quoi l'origine de ce nom? Le nom Montjuic vient du catalan et il est souvent traduit par montagne des Juifs. Il aurait été donné en référence à un ancien cimetière juif situé sur la colline au Moyen Âge. D'accord. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles le nom pourrait être lié à l'ancienne appellation Mons Judaicus, qui signifie montagne juive en latin. Ce lieu a une longue histoire et est riche en symbolisme, en plus d'être un site très apprécié à Barcelone. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la région de Barcelone? Il y a une route des vins, un truc pour déguster des alcools forts ou quelque chose? Oui, tout à fait. La région autour de Barcelone, surtout la Catalogne, est réputée pour ses vins et spiritueux. Il y a la route des vins du Penedès, une région viticole proche de Barcelone. Elle est très célèbre pour ses vins, dont le cava, un vin mousseux produit dans cette zone. Vous pouvez y visiter de nombreux vignobles et caves pour des dégustations. Pour les alcools forts, la Catalogne est également connue pour la ratafia, une liqueur traditionnelle à base de plantes, de fruits et de noix. Elle est souvent servie en digestif. Il existe aussi des distilleries spécialisées dans la production de gin et de grappa dans la région. Tiens, tu saurais m'expliquer un peu s'il y a une espèce de logique dans la numérotation des routes en Espagne? Oui, en Espagne, il y a bien une logique dans la numérotation des routes qui suit un système assez structuré. Les routes nationales, les N ou NE, sont organisées de manière géographique. Par exemple, les routes avec un N suivi de chiffres impairs, N3, N5, etc., sont généralement orientées du nord au sud. Les routes avec un N suivi de chiffres pairs, N2, N4, N6, etc., sont généralement orientées d'est en ouest. Les numéros plus bas, comme N1, tendent à désigner des routes principales, tandis que les numéros plus élevés, comme N340, désignent des routes secondaires. Pour les routes à grande capacité, autoroutes et routes express, on utilise les AP et A. AP désignent les autoroutes à péage et leur numérotation est également géographique, souvent en fonction de l'axe de circulation. A désigne les routes à grande capacité sans péage. De plus, certaines routes régionales ou locales suivent une logique similaire, souvent en prenant les premières lettres de la province ou de la zone géographique où elle se trouve.
Si vous observez bien, vous remarquerez aussi qu'un petit changement dans le numéro peut parfois signifier un changement dans l'importance ou le type de la route. Province de la Huesca. Je viens de rentrer dans la province de la Huesca. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette province? La province de Huesca, en espagnol Huesca, passe Huesca, se trouve dans la région de l'Aragon, au nord-est de l'Espagne, près des Pyrénées. Elle est bordée par la France au nord et c'est une région qui offre une grande diversité de paysages, allant des montagnes escarpées des Pyrénées à des vallées plus douces. Voici quelques points intéressants sur Huesca. 1. Paysages et nature. La province est connue pour ses paysages montagneux impressionnants, notamment les Pyrénées aragonaises. Il y a aussi des parcs naturels, comme le parc naturel de la Sierra et des gorges de Guara, qui sont populaires pour les activités de plein air telles que la randonnée, l'escalade et le canyoning. 2. Patrimoine historique. Huesca est une région avec une riche histoire médiévale. La ville de Huesca elle-même est le chef-lieu de la province et abrite la cathédrale de Huesca, un exemple d'architecture gothique. Il y a aussi le monastère de San Pedro el Viejo, un des plus anciens du pays. 3. Gastronomie. La province de Huesca est également réputée pour sa cuisine, influencée par les traditions montagnardes. Vous pouvez y goûter des plats typiques comme le migas, une sorte de plat à base de pain émietté, ou encore des viandes comme le cordero et des fromages locaux. 4. Culture et fêtes. La province possède aussi une riche culture folklorique. Chaque année, il y a des festivals traditionnels, comme ceux de la Semana Santa, Semaine Sainte, et des fiestas patronales en l'honneur des saints locaux. En résumé, Huesca est une province magnifique, idéale pour les amateurs de nature, d'histoire et de culture, avec une identité bien ancrée dans les montagnes des Pyrénées. Je vais traverser la grande ville de Saragosse. Tu peux m'en dire plus sur cette ville? Saragosse, ou Zaragoza en espagnol, est une ville située dans la région de l'Aragon, au nord-est de l'Espagne. C'est une ville au riche patrimoine historique et culturel, et elle est un carrefour important entre Madrid, Barcelone et le Pays Basque. Voici quelques points clés sur Saragosse. 1. Histoire et patrimoine. Saragosse est l'une des plus anciennes villes d'Espagne, fondée par les Romains sous le nom de Casa Robusta. Vous pouvez encore voir des vestiges romains, notamment le Forum romain et le théâtre romain. Elle a aussi été sous influence musulmane et chrétienne, ce qui a enrichi son architecture. 2. La basilique del Pilar. C'est l'un des monuments les plus emblématiques de Saragosse. Cette basilique baroque se situe sur les rives de l'Èbre et est dédiée à la Vierge du Pilar, la patronne de la ville. Chaque année, en octobre, la ville célèbre la fête du Pilar, avec des défilés et des événements religieux et culturels. 3. L'Èbre. La rivière qui traverse Saragosse, l'Èbre, joue un rôle important dans le paysage de la ville. De nombreuses promenades et ponts sont construits autour de cette rivière, offrant des vues imprenables et une atmosphère agréable. 4. La Plaza del Pilar est le quartier historique. La Plaza del Pilar est le cœur de la ville, entourée de la basilique, du palais de l'Aljaferia, un ancien palais musulman, et de plusieurs autres bâtiments historiques. Le quartier autour de la place regorge de petites rues pittoresques, de boutiques et de restaurants. 5. La gastronomie. Saragosse est également un bon endroit pour goûter à la cuisine traditionnelle d'Aragon. Vous y trouverez des spécialités comme les ternasco, agneau rôti, les migas, pain frit avec de l'ail et de l'huile d'olive, ainsi que des tapas locales. 6. Arts et culture. La ville possède plusieurs musées, comme le musée Goya, en hommage à l'artiste Francisco de Goya, né dans la région, et le musée Pablo Serrano. Saragosse est aussi connue pour ses festivals de musique et ses événements culturels tout au long de l'année. En résumé, Saragosse est une ville qui mêle histoire ancienne et vie moderne, avec des monuments impressionnants, des festivals animés et une belle ambiance. C'est un bon endroit pour s'arrêter et découvrir l'Espagne dans toute sa diversité. Je viens de quitter Saragosse et je viens de prendre la 319 vers la France. Il me reste combien de kilomètres? La route 309 vous conduit vers la France en passant par le sud de l'Aragon. Si vous partez de Saragosse et suivez la 319 en direction de la frontière, vous allez traverser des zones comme Jaca avant de rejoindre la frontière française. La distance entre Saragosse et la frontière française par cette route est d'environ 150 à 180 km selon votre destination exacte en France. Une fois que vous aurez franchi la frontière,
Vous serez très proche de Pau, en France, situé à environ 30 km de la frontière. Ah, en parlant de tapas, ça me donne envie. J'avais une chaîne de restaurants à côté de la maison qui s'appelait El Rancho. Malheureusement, elle a fermé et j'ai plus aucun restaurant un peu mexicain. Je suis d'une tristesse inconsolable. C'est vraiment dommage quand un endroit qu'on aime ferme, surtout quand il s'agit de restos qui offrent des plats comme les tapas ou la cuisine mexicaine. Le côté convivial et savoureux de ce genre de cuisine manque souvent quand on n'a plus d'options à proximité. Tu avais une spécialité préférée chez El Rancho? Peut-être que tu pourrais essayer de recréer tes plats préférés chez toi en attendant de trouver un autre restaurant mexicain. Bah, c'est ce que je fais des enchiladas au poulet, mais les faritas me manquent énormément. Mais je peux en faire à la maison, mais c'est pas la même saveur aussi que quand on les a au restaurant. Ça y est, je suis en France, je suis bientôt arrivé. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Bayonne, à part le festival de Bayonne que je connais, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur l'origine de son nom, sur sa population, sur ses mets, sur quelques petites anecdotes peu connues? Bayonne, c'est une ville vraiment riche en histoire et en culture, située dans le Pays basque entre mer et montagne. Le nom Bayonne vient du mot basque Bayona qui signifie port. En effet, la ville a été un important port commercial, notamment pour le commerce du sel et du vin. Côté population, Bayonne compte environ 50 000 habitants, mais la communauté basque est très présente avec une identité forte. D'ailleurs, Bayonne fait partie de la province historique de la Basse-Navarre, bien que maintenant elle soit en France, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En termes de spécialités culinaires, à part le jambon de Bayonne, tu peux goûter à des mets comme le piment d'Espelette, un ingrédient phare de la cuisine basque, les gâteaux basques, qui sont souvent fourrés à la crème ou à la cerise, et bien sûr, les axoa, un plat traditionnel à base de viande de veau en sauce. Il y a aussi des anecdotes intéressantes. Par exemple, la ville a été la première en France à adopter le bouchon de Bayonne, un type de bouchon de liège fabriqué localement pour les bouteilles de vin. Et même si tu connais sans doute la fête de Bayonne, c'est intéressant de savoir qu'avant de devenir aussi populaire, la fête avait des origines religieuses, célébrant la fin des récoltes et le début de l'automne. Les remparts de la ville, avec leurs tours et leurs portes, offrent aussi un aperçu fascinant de l'histoire médiévale de Bayonne. En traversant la ville, tu peux encore sentir cette influence historique dans les rues, avec des bâtiments en pierre et des maisons à colombage typiques de la région. C'est donc une ville à la fois traditionnelle et dynamique, avec un mélange de culture, de gastronomie et d'histoire. Ah, mais il y a une jolie rivière aussi. Oui, tu fais bien de mentionner la rivière. Bayonne est traversée par la Nive, une rivière qui se jette dans l'Adour, qui est l'autre grande rivière de la région. La Nive apporte une belle touche de charme à la ville, avec ses quais animés et ses ponts pittoresques, notamment le pont Neuf, qui est un symbole de Bayonne. Les bords de la Nive sont parfaits pour une balade, et on y trouve des petites maisons colorées, typiques du style basque, le long de l'eau. C'est un endroit vraiment agréable pour profiter de l'atmosphère de la ville, notamment au printemps et en été. Eh ben, ça aurait été un sacré périple. En tout cas, un grand merci de m'avoir accompagné. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Si tu veux échanger de nouveau, je suis là. Bonne route et à bientôt!